Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui profite de cette rentrée, du bonheur incommensurable de retrouver transport bondé, ciel grisâtre, obligations en tout genre, loin des délices de l'été qui déjà s'enfuient, pour tenter une double expérience à la fois à prolonger la joie estivale que nous ont procuré nos spéciales consacrées aux grandes sagas que nous aimons et la douleur sans nom du retour au turbin. Plaisir et souffrance mélangés, c'est justement l'une des thématiques de la série de films que nous allons évoquer là tout de suite. Hellraiser, élément aussi essentiel que vicieux de notre culture horrifique, dont les 3 premiers volets ressortent enfin dans une édition Blu-ray digne de ce nom. L'occasion pour nous d'enfiler nos plus belles combinaisons cloutées et de plonger dans le marasme de cette trilogie qui ponctua la fin des années 80, le début des années 90, pour en causer un duo de dangereux maniaques réunis ici à l'antenne Paris. Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Et Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 149 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Hellraiser, pour la faire courte, fait entrer en collision notre bonne vieille planète avec un monde souterrain terrifiant et occulte, celui des Cénobites, créatures démoniaques fortement branchées sadomasochisme, menées par le très identifiable Pinhead et sa tête couverte de clous, des Cénobites qui voyagent entre les dimensions grâce à un cube étrange, une sorte de puzzle qui leur permet au passage de collecter des victimes et de nouveaux adeptes de leur étrange culte. Explorers in the further regions of experience. Demons to some, angels to others. We can't. Not alone. You solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our pleasures. Please, go away, leave me alone. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Et à la base, c'est un mini-roman de Clive Barker que nos amis de Brajlon ont la bonne idée de rééditer d'ailleurs. Clive Barker qui réalisa le premier film en 87, les suivants étant signés respectivement par Tony Randall et Anthony Hickox. Qu'est-ce qu'on peut dire de Hellraiser vu de 2018, les amis? Je vais donner la parole à Julien, puisque c'est la tradition, dès que Julien est autour de la table, c'est lui qui parle en premier dans cette émission. Julien. Ça, c'est ton côté cénobite, en fait. C'est ça, voilà. C'est ton côté un peu c'est mon côté sadique. un peu sadomaso. Déjà, on va recommencer par le commencement. Parce que comme tu l'as dit, il y a une double actu, c'est-à-dire qu'il y a aussi la réédition en fait de cette longue nouvelle ou de ce court roman, c'est une novella, qui est à l'origine de la saga. Moi, que je relis là actuellement, c'est un vrai plaisir à lire. Il y a le style de Clive Barker. Moi, je trouve que c'est plutôt bien écrit, mais c'est un peu empoulé, etc. Mais c'est quand même très très agréable. Et puis il y a un style et un univers fantastique qui n'appartiennent qu'à lui. Et je pense que c'est entre autres, ce qui fait la grande valeur en fait de Hellraiser, c'est-à-dire qu'il y avait une proposition là d'univers et d'approche du genre qui était, à ma connaissance, totalement inédite. Et non seulement inédite, mais aussi habitée. C'est-à-dire que je pense que Clive Barker, le SM, il y a si ce n'est un goût pour ça, en tout cas une véritable fascination pour ça. Et il me semble aussi une vraie connaissance en fait des arcanes mystérieuses en fait de ces plaisirs interdits. Et un autre mot d'ailleurs sur cette réédition de Brajlon, c'est qu'elle est suivi en fait d'un entretien croisé entre Clive Barker et Peter Atkins, qui a écrit, je crois, la totalité en fait des films Hellraiser. Et qui est extrêmement riche en informations et qui vient compléter ce coffret qui est édité chez ESC, qui est lui-même aussi bardé de documentaires, et notamment de Léviathan, qui est un documentaire absolument monstrueux en fait sur la saga Hellraiser. Et uniquement sur les 3 premiers films. C'est ça, c'est que les 3 premiers. Moi, c'est un film que j'aime énormément, Hellraiser, parce que... Le premier, du coup. Le premier, oui, parce que en dehors du fait que ça a révélé un auteur qui est extrêmement rare, parce qu'il a fait finalement très peu de films, en fait, Clive Barker, puis il a rien réalisé depuis maintenant très longtemps, et c'est bien dommage. Moi, c'est quelqu'un qui me manque, et c'est quelqu'un qui avait des propositions qui n'étaient jamais totalement terminées, je trouve, mais qui étaient tout le temps fascinantes et obsédantes. Donc, c'est la révélation d'un auteur qui était déjà en tant qu'artiste totalement accompli, c'est-à-dire que c'est un peintre, c'est un dramaturge, il avait beaucoup travaillé dans le théâtre et il conserve ça en fait dans Hellraiser. C'est ce qui est fascinant, une des choses qui est fascinante dans Hellraiser, c'est qu'il y a un côté comédie de boulevard, moi je trouve en fait dans le film. Je trouve qu'on pas vu comme ça. En fait, je trouve que dans les ressorts dramatiques, on n'est pas loin d'un fait-d'eu, de quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un triangle amoureux avec une femme adultère qui cache son amant, alors pas dans le placard, même
aussi, il y a une scène Dans dans le- laquelle C'est vraiment la caché guerre, dans le placard, mais dans le grenier. en dans le l'occurrence. grenier Ouais. qui cache son amant, sauf qu'il se trouve qu'il est écorché et qui est plombé par toutes ses frustrations sexuelles, puisqu'il se trouve que son époux est quelqu'un d'assez amorphe Ouais. et d'extrêmement gentil. Mais du coup, il y a quelque chose, en fait, un choc entre cette comédie assez intime, finalement, qui est en plus nourrie par le tournage en Angleterre, parce que le film est censé se situer aux États-Unis, mais Oui. ça ne trompera personne. Il est définitivement anglais, à la fois dans son écriture, à la fois dans ses personnages, mais aussi dans son décor, mais dans cette lumière grisâtre qui correspond très bien donc à l'ambiance de rentrée parisienne, comme tu l'as Tout à annoncé fait. dans l'intro, et en même temps une mythologie qu'on ne fait qu'entreapercevoir dans le premier film, parce que ça reste un tout petit budget, mais qu'on imagine qui est d'une part extrêmement cohérente, et puis qu'on imagine extrêmement vaste. Et c'est ça aussi qui est extrêmement plaisant. L'autre chose aussi que j'aime beaucoup, moi, dans Hellraiser, c'est cette proposition du mal. On a déjà parlé, en fait, du SM, mais il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est la représentation, enfin, ce qu'on aperçoit de ce qui pourrait être l'enfer, en fait, dans Oui. Hellraiser, qui n'est pas quelque chose de grandiloquent, mais qui est plutôt quelque chose de très confiné, qui est juste une cave, en fait, d'un club SM, encore Oui. une fois, mais qui est un enfer, je trouve, extrêmement crédible, en fait, parce qu'il se dégage quelque chose d'extrêmement déplaisant. Et puis, Barker, et ça va avec le côté SM, travaille sur l'attrait, en fait, qu'on a tous pour le mal et pour ce que ça peut nous procurer aussi comme plaisir. Et il se dégage aussi de ça une ambiance extrêmement poisseuse et puis qui malséante aussi pour le spectateur. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'aime énormément Hellraiser. Et je sais pas ce qu'il y en a. Bah moi Oui. aussi, enfin moi j'aime exactement pour les mêmes raisons, sauf qu'en fait, Julien parlait de Fedo. Moi, enfin rétrospectivement, pas sur le moment, mais quand c'est sorti, c'était en 87, et le truc assez marrant, c'est de voir qu'il est sorti quasiment au même moment que Blue Velvet, et qu'il y a des thématiques qui sont hyper proches, c'est-à-dire ce que tu disais, effectivement là, voilà, c'est Blue Velvet, c'était ce qui se passait derrière les petites banlieues pavillonnaires, que derrière, il pouvait se passer vraiment des choses, vraiment un monde un peu horrible que tu pouvais voir, qui était aussi un mélange d'horreur et de sexe. Donc tu vois, justement, ça se recoupe pas mal. Et là, c'est pareil. Donc voilà, tu as un truc, tu as quand même le contexte d'Hellraiser, c'est quand même, voilà, c'est ça, c'est un triangle amoureux, c'est un truc très, très classique. En plus, c'est pareil dans une maison, enfin, c'est un petit truc. Enfin, pareil pour l'Angleterre, moi, ça m'a jamais vraiment trop frappé, mais c'est vrai qu'il y a la grisaille tout le long du film. Ouais. Quoi. Et ça participe au côté gothique. Voilà, Vraiment, ouais. c'est un film avec de l'histoire, quoi, qui est très différent du cinéma américain. Et donc, oui, puis justement, voilà, puis le côté justement qui t'ouvre sur un monde qui est quand même vraiment très original et très particulier, quoi. Je pense que c'est ce qui fait aussi le succès du film, c'est que même, enfin, moi, je me souviens quand c'est sorti, quand on était assez jeune, la première vision, tu comprends pas grand-chose, en fait. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu t'attends à voir les monstres débarquer, c'est génial, c'est iconique et tout, mais en gros, voilà, ils apparaissent pas beaucoup, c'est plus un truc vraiment, enfin, une histoire un peu plus compliquée. Et de la même manière que Blue Velvet, quand tu vois la première fois et que tu as 11-12 ans, tu comprends pas grand-chose à ce qui se passe non plus, quoi. Mais Et, parce que je pense que, très paradoxalement, Clive Barker n'est pas un super bon narrateur cinématographique. Ah bah non, justement, ce que j'allais dire, c'est toujours un peu le bordel, en fait. C'est marrant pour quelqu'un qui vient parce que quand tu roman. justement ces nouvelles ou ces romans, c'est pas Stephen King, c'est pas une histoire. En fait, comme j'avais fait une émission ici sur les bronzes et les cadavres, on expliquait qu'adapter Manchette, c'est pas la même chose qu'adapter Stephen King, parce que c'est 99% de style, 1% d'histoire, et que chez King c'est un peu l'inverse. Là, lui, c'est un peu 50-50, quoi. C'est parce que comme disait Julien, c'est qu'il a quand même un style assez particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'effectivement ça peut être assez bizarre, en plus selon les traductions, mais voilà, enfin il a quand même quelque chose qui passe plus ou moins bien. Moi, je sais qu'une de mes préférées de nouvelles, c'est comment s'appelle le titre, dans Cité dans les collines, enfin le truc avec les gens qui se montent dessus et qui font et ce truc-là, comment veux-tu le rendre enfin, c'est impossible. En cinéma, c'est une histoire qui même est difficile à raconter déjà. Il faut la lire, quoi. C'est aussi un film qui est né des frustrations de Clive Barker vis-à-vis de des quelques adaptations qu'il y avait eu auparavant. Et c'est vrai qu'il est le seul finalement. Alors moi, je trouve dans Midnight Meat Train de Kitamura, il y avait encore un petit peu de Clive Barker de temps en temps en fait dedans, mais finalement c'est le seul à avoir pu retranscrire son style, y compris dans un film comme le Maître des Illusions, qui est un film plutôt à part dans son univers, etc. Et il y a parce que je sais pas, il y a une fascination, il y a quelque chose de très organique aussi dans le cinéma de Clive Barker, et il y a un goût pour la crasse et pour tout ce qui est décrépitude. C'est le splatter, c'est son fameux style. Un truc qui correspond aussi d'ailleurs à ses peintures, hein, je trouve. Ouais, bien sûr, Et il y a autre chose aussi dans Hellraiser, c'est qu'il y a une inventivité
créativité qui est servie en fait par son équipe technique et notamment par Bob Keane de Image Animation, qui était la boîte qui avait fait les effets spéciaux. Et notamment, il y a dans la résurrection en fait du fameux amant, il y a une séquence de transformation qui était un peu les marques de fabrique du cinéma d'horreur des années 80, ces séquences faites en effets spéciaux physiques, de maquillage avec de la bonne vieille mousse de latex et du bon vieux gel échographique. Mais c'est extrêmement original. Enfin, il y a une approche là de l'organisme en fait qui n'est pas du tout biologique en fait, et qui tranchait nettement avec ce qui pouvait se créer aux États-Unis, où là l'influence était ou alors plus réaliste ou alors plus du côté du cartoon, quoi. Je pense notamment à la saga des Freddy Krueger. Sur la suite de la saga, parce que là on a beaucoup parlé du premier film, sur le deuxième et le troisième, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le deuxième, qui est un film aussi que j'aime bien, même si c'est beaucoup moins bien, c'est un film beaucoup moins plein, parce que c'est un film à problème. Hein. De toute façon, on va vite tomber dans des films à problème. Coécrit par Barker. Oui, puis je crois qu'il était encore à la production. Enfin, il était encore là. Le problème, je crois, du deuxième film, c'est que c'est un film qui a eu des problèmes de production, dans le sens où il a eu beaucoup moins d'argent au final que ce qui était prévu initialement. Et ça se sent, en fait, parce que c'est un film qui, pour le coup, essaye, en particulier dans sa deuxième partie, de s'ouvrir, en fait, sur cette mythologie qu'on ne faisait donc qu'entreapercevoir dans le premier, et qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc, on se retrouve avec des personnages qui courent à travers le même couloir indéfiniment, et puis l'utilisation du même matte painting qui en soi est très joli, mais qu'on doit voir, je sais pas, 10 fois peut-être au cours du film. Une fois, c'est super. Au bout de la 10e fois, c'est un peu étriqué. Mais alors, moi, le truc avec le deuxième film, c'est que c'est encore un film qui est totalement habité, je trouve. Même s'il est bancal, même s'il est pas totalement terminé. C'est un film, et c'est un film qui a... quand même de temps en temps, justement dans son ambition, qui arrive à accomplir des choses. Par exemple, il y a un duel entre Cénobites qui prend encore plus de faveur, je trouve, de saveur aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'il est fait avec des vieilles technologies, notamment de l'image par image. Donc revoir ça, je trouve, aujourd'hui, c'est vraiment très, très agréable, en fait. Et il y a quand même plein de petites propositions, et notamment des propositions d'ambiance qui ont le mérite de trancher avec le premier film. Et je pense notamment là, à l'ouverture qui se passe dans la maison du docteur, qui est le grand méchant, en fait, du film, du psychiatre, qui est le grand méchant du film, et qui a un univers, pour le coup... psychiatre de la fille du couple. Voilà, exactement. Et qui a un univers, pour le coup, totalement blanc, aseptisé, et où on retrouve un personnage en fait du premier film qui, dans son traitement, me semble évoquer en fait les yeux sans visage, ce qui est une référence qui est assez surprenante et en même temps totalement logique. Donc il y a à prendre à laisser en fait dans ce second film, mais c'est un film vraiment intéressant. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que dans le deuxième film, c'était le cas aussi dans le premier, mais dans le deuxième film, il faut le signaler, il y a la musique de Christopher Young, qui est un compositeur de musique de film un peu sous-estimé, je trouve, à mon sens, mais qui est extrêmement talentueux et qui est pour beaucoup en fait dans l'ampleur et ce côté épique en fait, horrifique épique que l'on retrouve dans Hellraiser, et qui est aussi, il me semble, propre à Hellraiser. Jimmy ? Moi, je suis assez d'accord sur le 2. C'est vrai qu'effectivement, il y a un truc qui m'avait toujours frappé à l'époque, c'est que dans la maison du docteur est hyper blanche, et quand donc il reçoit une décharnée en visite, et il lui donne une chemise blanche, qui est le dernier truc. Moi, je sais pas, j'ai ça quelqu'un qui aime comme ça, qui aime me toquer à la porte, je lui donne un sweat à capuche ou quelque chose. C'était vraiment, mais c'est un truc qui m'a toujours marqué. Mais c'est vrai que le film, moi, je le trouve plutôt pas mal le deuxième. Hein. Mais effectivement, après, il y a aussi un côté un peu plus. Ils ont voulu peut-être faire un truc plus gore et plus spectaculaire, mais c'est vrai que ça fonctionne, plus ou moins bien, quoi. Mais enfin, moi je trouve qu'il marche plutôt bien, effectivement, surtout la première partie. Après, voilà, la deuxième. Après, c'est sûr que il y a aussi le 3 qui fait contraste, qui pour le coup. C'était encore tourné en Angleterre aussi. Oui. Ça, c'est très important. C'est le dernier, je crois, film de la saga Hellraiser à avoir été tourné en Angleterre. Oui, parce que le 3, en fait, le 3, il chie un peu sur la mythologie du truc, puisqu'il arrive en New York, et puis c'est genre les Cénobites qui sont dehors, quoi. C'est un peu comme dans le Freddy, quand dans le deuxième, ils avaient fait un truc où Freddy sortait des rêves et allait égorger des gens dehors, quoi. Et du coup, ça marche un peu moins bien, enfin, même beaucoup moins bien. Puis il y a un côté, on sent qu'ils ont pris plus le sujet à la rigolade, et ils ont voulu faire pas un blockbuster, mais pas loin, quoi. Parce qu'il y a des scènes, c'est même plus possible. Moi, j'en ai rematé un bout hier, justement. Et il y a un mec qui meurt tué par des CD. C'est une catastrophe. Ce qui est assez rigolo, c'est que des trois films, là, donc forcément, c'est le plus récent, et c'est celui qui a le plus mal vieilli, quoi. Très, très, très clairement. Mais encore une fois, c'est un film
qui migre vers l'Amérique du Nord, là, pour le coup. Je trouve que ça se sent énormément. Puis en plus, c'est un film qui est réalisé par Anthony Cox, qui est un mec que moi j'aime bien, qui était un peu le pape de la série B dans les années 90, qui avait fait des films comme Full Eclipse, par exemple, avec Mario Van Peebles, un film de loup-garou, un peu super-héros. C'est lui qui a fait Waxwork et tout ça. C'est lui qui avait fait Waxwork et tout, et qui était connu, moi, qui est un mec tout à fait respectable, qui est un vrai faiseur, pour le coup. Donc lui, il n'a pas du tout investi le film comme ses prédécesseurs avaient pu le faire, mais qui était connu, en fait, pour faire énormément de setup, c'est-à-dire de plans, en fait, par jour, quoi. Il enquillait comme un malade. Il paraît qu'il avait une énergie folle, en fait, sur le tournage. Alors, je sais pas s'il carburait à des substances illicites, hein, je n'en sais rien. Les années 80. Mais il faut... alors, moi, je vais aussi mettre le là sur Hellraiser 3 parce que c'est un film qui casse un peu tout ce qui s'est passé auparavant, mais tu ne peux qu'avoir du respect pour le spectacle et la générosité, en fait, du film. C'est un film qui te présente plein de nouveaux monstres, de nouveaux cénobites. Je sais pas combien de scènes à climax, entre guillemets, hein, parce que ça reste comme une série B, tu peux avoir. Effectivement, ils sortent, alors bon, parce que c'est Hell on Earth, donc alors, l'enfer sur Terre reste limité quand même à une rue avec 2 voitures qui brûlent, mais il n'empêche que tu as ça, quoi, si tu veux, avec des explosions un peu partout, etc. Donc tu as quand même une vraie générosité, puis un côté extrêmement ludique. Pour moi, le grand problème, en fait, de ce film, c'est justement d'avoir tordu, en fait, la saga Hellraiser vers manifestement ce vers quoi elle était destinée, c'est-à-dire des films de série, et la production, enfin l'effet le plus manifeste, en fait, de cette tendance dans ce 3e opus, c'est le traitement de Pinehead, qui n'avait pas de nom, en fait. Il s'appelle pas Pinehead chez Clive Barker, hein, et il était il a son nom, c'était le civil, on va dire, son nom original. C'est un membre des Cénobites parmi tous les autres. Il se trouve qu'il était plus charismatique que les autres, mais il n'était pas forcément amené à prendre comme ça le devant de la scène. Et là, dans le 3e, il se Freddy Kruegerise, si je puis me permettre, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des blagues, il y a des séquences gore entièrement axées autour de lui, avec des petites scénettes de transformation, même un peu, puisqu'il est au début dans une espèce de pilier, comme ça. Et il y a une complaisance dans le gore qui n'est pour le coup plus du tout malsaine. Et d'ailleurs, le côté SM a pas mal disparu, même si le film est gentiment érotique. Ça a complètement disparu pour être remplacé par juste un grand show. Donc c'est un film à popcorn des années 90, avec tout ce que cela comporte de plaisir un peu déviant, si on aime le genre, mais aussi de limite, quoi, forcément. Et le verre était un peu dans la pomme. Et évidemment, le sujet n'est pas sur la suite de la saga Hellraiser. On peut en parler quand même. Non, mais on peut l'évoquer. C'est-à-dire que ce qui va se passer ensuite, c'est que la saga va être reprise sous la houlette de Dimension Film, donc par les Weinstein. Et va être petit à petit paupérisé et dégradé totalement. Et le point pivot, en fait, vraiment de la saga, même si Hellraiser 3 avait commencé à marquer le pas, c'est le 4 qui est un vrai, alors, qui est pour le coup un plaisir coupable que j'ai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un film il y a 2-3 trucs dedans que j'aime bien, mais qui était un film qui aurait dû être habité aussi, parce c'était la première réalisation de Kevin Yeager, qui était un maquilleur d'effets spéciaux star des années 80. C'est lui qui avait fait Chucky, par exemple. C'est lui qui a créé le visage de Freddy Krueger tel qu'on le connaît, parce que c'est lui qui l'a fait sur Freddy 2, qui donc avait réalisé là son premier film, mais le film lui a été retiré, la production a été un cauchemar, et il a été en très large partie, le film, retourné par Joe Chappelle, qui était un yes man comme Robert Rodriguez l'était à l'époque pour Dimension, et qui a réalisé le mémorable Dracula 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bref, pas un très grand réalisateur, le Joe Chappelle, et ils ont coupé beaucoup de choses, et notamment une séquence qui était une belle promesse, moi je trouve, dans un saga Hellraiser, qui était sur la naissance de la boîte et la fabrication de la boîte, donc en France, avec les Français, avec un côté toute proportion gardée, Barry Lyndon, voilà, c'est éclairé à la bougie, voilà, avec toute la noblesse un petit peu décadente et tout autour de ça, qui était, je pense, qui était une piste d'exploration intéressante, qui, je crois, alors moi je connais pas trop les comics, en fait, de Hellraiser, mais je crois que ça a été beaucoup plus exploité, en fait, dans les nombreux comics qui ont été, je crois aussi, un peu plus chapeautés par Clive Barker. En fait, oui, Barker justement, il a repris le nom, il a enlevé le nom Pinhead pour reprendre les anciens noms, pour un peu se réapproprier le truc, effectivement. J'ai pas tout lu, mais j'en ai vu quelques-uns qui sont... Sur le 4 et sur la suite, Jimmy Non, moi j'ai pas grand-chose à dire, parce que justement, moi, le 4, je m'en souviens déjà plus beaucoup, et la suite, j'ai pas voulu voir, puisque j'ai suivi de loin, quoi, comme on peut suivre sur Internet ou quoi. Ça a juste l'air
vraiment d'aller dans un truc gore à 2000% et il n'y a carrément plus rien. C'est réalisé par certains fans. Par exemple, il y a Gary Tunnicliffe qui œuvrait déjà sur les premiers Razor au maquillage, qui a réalisé en fait les suites et tout. Mais oui, à l'impossible, nul n'est tenu. Et c'est des films qui sont tournés dans des telles conditions que tu ne peux rien faire, quoi. Mais il est de plus en plus question, il a souvent été question de faire un remake du premier Razor, ce que je trouve complètement débile. Parce qu'encore une fois, c'est un film d'auteur. C'est un film qui appartient à Clive Barker, qui vient de lui, qui vient de ses tripes, littéralement et de façon figurative, et c'est totalement absurde, et c'est aussi, je pense, pour ça que le film aujourd'hui, quand il ressort chez ESC, n'a pas finalement vieilli tant que ça, en fait. C'est un film qui appartient certes à son époque, mais c'est un film qui est assez atemporel et qui reste extrêmement efficace. Avant de se quitter, comme d'habitude, messieurs, une petite fournée de recommandations à destination de nos auditeurs. Évidemment, on peut s'écarter de Hellraiser et des Cénobites. Vous faites comme bon vous semble. Jimmy, tiens, tu commences. Moi, c'est de la musique et pas un film. C'est The Unreleased Themes of Hellraiser de Coil. C'est un groupe anglais. Et donc, en fait, Clive Barker était très fan de ce groupe. C'est un groupe un peu expérimental, psychédélique. Et il leur a confié la BO du premier Hellraiser, qui n'est jamais sorti. C'est Christopher Young qui l'a fait finalement. Je pense que c'est les producteurs qui n'ont pas dû accepter. Mais le groupe a sorti la BO en 87 sur Solar Lodge Records, qui je crois que c'est une sous-division de Rough Trade. Et il y a une quinzaine de titres qui sont vraiment très très bien. Et voilà, ça donne aussi un moyen d'imaginer ce qu'aurait pu être le film avec cette musique-là, qui est très différente. Beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus flippante et beaucoup plus proche de ce que Clive Barker a dans la tête. Et voilà, quoi. Ça, évidemment, c'est pas très dur à trouver. Il faut chercher dans l'occasion ou dans les méandres Internet. Mais c'est quoi comme type de musique, du coup ? C'est un peu ambiante, un peu industrielle, un peu c'est assez sombre. Très différent. Voilà, c'est assez sombre, et il y a vraiment des thèmes qui vont, en écoutant le disque à part, qui vont très 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 bien avec le film, quoi. Et voilà. Est-ce qu'il existe une version remontée justement, avec, non. Justement, il y a plein de gens pensaient que justement avec les coffrets qui sortent en ce moment, aussi bien celui en France que d'autres qui sortent à l'étranger, que quelqu'un allait faire ce montage ou quoi. Bon, je pense que peut-être des fans ont dû le faire, même si c'est pas forcément évident, parce qu'on ne sait pas vraiment. Simple, même si les titres sont assez équivoques, ça s'appelle, voilà, ils ont tous des noms qui sont liés avec le film. Mais voilà, on ne sait pas vraiment où va quoi, et voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Alors moi, je ne pensais pas que c'était une forme de nos ciné où il fallait une reco, mais ça fait rien. Je t'en trouve une quand même. En fait, j'en ai deux, mais du coup, il y en a une dont je me souviens plus trop, mais je crois que c'était Hellraiser Chronicles, quelque chose comme ça, qui était un bouquin, un paperback, mais tout en couleur, enfin quasiment tout en couleur, qui réunissait tous les travaux à la fois de Bob Keane et de Clive Barker pour créer les Cénobites. Et si mes souvenirs sont bons, ça allait du premier au troisième, justement. Et c'est super, en fait, de voir le processus créatif derrière ça. Et j'ai une autre reco, c'est Le Maître des Illusions, dont je parlais tout à l'heure, qui est ressorti chez le Chat qui fume, qui est un petit éditeur qui fait les choses très bien. Et c'est ressorti au printemps dernier, très beau coffret avec un long making of en fait sur le film d'un peu plus d'1 heure, et puis en plus c'est sorti dans la version Director's Cut, puisque le Maître des Illusions est aussi une production à problème qui était sortie à l'époque dans une version pas mal charcutée, ce qui est un comble pour Clive Barker. Mais le Maître des Illusions est un film super intéressant, je trouve, qui apporte un éclairage étonnant en fait sur certains traumas des États-Unis, et notamment sur les sectes. Enfin, on peut pas s'empêcher de penser à Charles Manson, par exemple, en voyant le film, parce qu'il y a une secte maléfique, en fait. Tout le film tourne autour de ça, et qui mêle, comme souvent chez Barker, il y a une excellente idée, et là, c'est en l'occurrence de mêler le monde extrêmement secret, en fait, des vrais magiciens, des vrais prestidigitateurs au fantastique, qui est, moi, je trouve, une idée, et en plus de tout ça, sur une structure de film noir. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, moi, Le Maître des Illusions, comme très bien. Beaucoup de choses à voir et à revoir. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci à Quentin la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Ok. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, que les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.